tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons sur les rencontres philosophiques qui proposaient colloques et remises de prix 2019 du côté du musée océanographique. Au Grimaldi Forum, la ciné-conférence Monaco et la mer. Sur la place du Palais, cet événement lié à l'IAF en présence du souverain. Les 50 ans du Monte Carlo Squash Racquet Club et votre Focus Info sera consacré ce soir à Monacologie, la 15e édition. La 4e saison des rencontres philosophiques, saison donc 2018-2019, s'est achevée il y a quelques jours par 2 gros événements annuels pour ces rencontres. Le colloque de philosophie et la grande remise des prix au cœur du musée océanographique. Nous étions sur place pour vous. Plusieurs événements ont été proposés par les rencontres philosophiques de Monaco les 7 et 8 juin. Tout d'abord, ici même, dans la nouvelle salle Tortue, où il était question des 5 ouvrages finalistes du prix des rencontres 2019. Et vous allez pouvoir mesurer à travers leurs titres combien les sujets liés à la philosophie peuvent être variés. La mécanique des passions, cerveau, comportement, société. On ne naît pas soumise, on le devient. Politique de la vulnérabilité. Phénoménologie de l'aveu ou encore résonance, une sociologie de la relation au monde. Il y avait vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, des consonances qui n'excluent pas quelques dissonances, mais surtout des consonances entre nos ouvrages sur le fond d'une inquiétude commune qui est celle de, au fond, si je dis ça un peu pompeusement, qui est celle de l'avenir de l'homme. Mais non, mais bon, cette inquiétude concerne ce qu'il y a d'humain en l'homme et ce qui, du coup, est aujourd'hui, dans le monde tel qu'il évolue, une menace pour ce qu'il y a d'humain en l'homme. Point d'orgue de ces 2 journées, la remise des prix en présence de la présidente des rencontres philosophiques de Monaco et de tous les membres fondateurs, tout comme les membres du jury. Il ne s'agissait pas simplement pour nous d'organiser des conférences, mais de vraiment être dans une véritable construction. Et Monaco, je peux le dire maintenant, est devenue une terre d'accueil pour la philosophie et les philosophes les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, on parle de Monaco comme d'un lieu où l'on célèbre la philosophie, où on la transmet. Et ça, c'est quand même, on peut le dire, un accomplissement et j'en suis extrêmement fière au nom de tous les membres fondateurs. Voilà. Et les rencontres philosophiques de Monaco, c'est aussi une aventure humaine où de vrais liens d'amitié se sont noués. Avant de découvrir les lauréats, cette conférence donnée par Étienne Bimbenet, qui était justement le lauréat 2018 du prix des rencontres philosophiques, autour de qu'est-ce que la philosophie. Il a d'ailleurs rappelé que chaque philosophe doit s'interroger sur la société dans laquelle il vit. Le lauréat du prix lycéen. Et voici la remise des prix tant attendue. Le prix lycéen 2019 est attribué à Emma Palanca. La mention honorifique qui honore chaque année une maison d'édition est attribuée cette année aux Belles Lettres, tandis que le prix de philosophie 2019 revient à Marie Garot pour Politique de la vulnérabilité. Je dois dire que je suis encore sous le coup de l'émotion, très surprise, parce que, encore une fois, les ouvrages qui étaient parmi les finalistes étaient des ouvrages de grande qualité dont j'admire les auteurs. Donc je ne m'attendais pas à recevoir le prix. Vous avez dit que vous avez découvert que la principauté était une belle terre d'accueil pour les philosophes. J'imagine que c'est positif à vos yeux ? C'est extrêmement positif. Il a été aussi fait allusion à Jankélévitch aujourd'hui qui disait que la philosophie c'est ce presque rien, que peu de choses suffisent à faire disparaître et qui en même temps est tout. Et je pense effectivement que prendre ça au sérieux, c'est dès l'enfance en fait, montrer aux enfants qui sont bourrés de questions philosophiques. Quel était justement le sujet ? Comment savons-nous que nous n'avons pas affaire à une machine ? Alors, sans bien évidemment vous demander de tout nous détailler, dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question ? J'ai parlé de Descartes, de Freud et j'ai essayé de montrer que la différence entre l'homme et la machine et de montrer les différences qui pouvaient exister entre les deux et montrer que d'un certain point, l'homme et la machine peuvent avoir des points communs. Rendez-vous a été pris ensuite le 8 juin, non plus au musée océanographique cette fois-ci, mais à la villa Saubert du NMNM pour plusieurs leçons de philosophie avec à l'honneur Klein, Merleau-Ponty, Lacan, Lévi-Strauss ou encore Barthes.
Et quasiment au même moment, autre rendez-vous, cette fois-ci au Grimaldi Forum, cette ciné-conférence autour de Monaco et la mer qui a permis justement de retracer les liens qui existent entre la principauté et la mer. Dominique Poulain était sur place. Monaco a toujours été tourné et influencé par la Méditerranée et a su tirer parti de sa position privilégiée. La ciné-conférence de l'Institut audiovisuel avec le concours des archives du Palais montre que la mer fait partie de l'identité de la principauté, en s'appuyant sur des documents d'archives afin d'évoquer les liens entre Monaco et la mer. Parmi les étapes importantes dans l'histoire de la principauté, le port Hercule. Sous le règne du prince Albert Ier, il est destiné à protéger Monaco de la mer. Il est aussi la première route pour accueillir les visiteurs dans les années 1900. Il n'a cessé au fil des années de façonner le littoral. Monaco, lors de sa reconversion économique, avec la perte des territoires de Menton et de Roquebrune, a dû évidemment se recentrer d'abord sur une activité balnéaire. Donc Monaco, fin du 19e, début 20e, c'est une activité balnéaire dans le port Hercule, mais pas seulement, c'est un port d'accueil, c'est un port de plaisance, et les différentes fonctions économiques liées au rivage sont aujourd'hui assez bien déterminées et ont été posées durant le XXe siècle. À Fontvieille et sur les terre-pleins, plutôt l'activité industrielle. Le port, la fonction d'accueil, la fonction d'approvisionnement de la population et le fait même de pouvoir recevoir des voyageurs. Rappelez-vous que la digue, la grande digue, a été amenée à Monaco en 2002, un siècle précisément après la construction de la première jetée sud à Monaco. Autre quartier complice de la mer, Fontvieille, où des kilomètres carrés sont gagnés sur l'eau au début et au milieu du XXe siècle. Ce nouveau quartier permet ainsi de développer les activités sportives puis industrielles. Le Larvoto est un autre allié de la mer. Cette zone presque sauvage est transformée en un lieu de vie rythmé par les baignades en famille, les promenades en bord de mer et les activités de loisirs. De l'autre côté, du côté oriental de Monaco, évidemment, c'est aujourd'hui la fonction de plaisir balnéaire, puisqu'il y a eu la création de la plage artificielle du Larvoto, du sporting d'été, évidemment sans parler du beach qui a été créé lors de cette nouvelle saison, puisque au départ la saison touristique était en hiver et au début des années 30, une deuxième saison a été créée durant les mois d'été. Cette ciné-conférence retraçant l'histoire de Monaco a été rendue possible grâce à des documents officiels, des photos d'archives et des films amateurs. Un mot à présent sur cette course symbolique lancée par l'IAF dans 24 pays. L'événement a pris fin sur la place du Palais Princier où se trouvaient justement Émilie Rousseau et Serge Prémont. L'événement avait débuté le 1er juin à Lanzhou, en Chine, une campagne mondiale lancée par l'IAF pour célébrer la journée mondiale de la course à pied. Les 24 heures du Mile ont réuni cette année 24 pays qui se sont passés le témoin pour parcourir un mile symbolique, des îles Fidji en passant par New Delhi, Istanbul, Yaoundé ou La Havane. Plus de 15 000 coureurs ont pris part à cet événement de grande ampleur qui s'est achevé en principauté. Le fait que nous fassions cette dernière étape d'événement ici, chez nous, en principauté, était une évidence pour nous. C'était la chose à faire et nous en sommes très heureux. Des coureurs de tous âges s'étaient donné rendez-vous sur la place du Palais Princier pour clôturer cette course du Mile, des anonymes, mais également des personnalités sportives qui avaient tenu à être présentes. Aujourd'hui, nous bouclons la boucle d'une fabuleuse campagne dont le but est de faire comprendre l'importance de faire du sport. Tout le monde peut le faire, c'est pour cela que je suis ici. Heureusement, c'est une courte distance, mais cela va être sympa. Pour moi, c'était plus évident de répondre présent. Je suis heureux de participer à cette course, c'est un bel exemple pour nous tous et surtout pour la jeune génération. Il faut apprécier de faire du sport pour être en bonne santé et bien dans sa peau.
Le mile de l'IAAF aura emmené les coureurs jusqu'au musée océanographique avant de revenir par les jardins Saint-Martin en empruntant l'avenue Sainte-Barbe, chacun à leur rythme. On est venu du stade avant l'entraînement et donc on est venu partager ça avec tous les gens d'ici, donc très bien. Pour nous c'était un peu différent, surtout quand on sort de notre bassin, mais ça fait du bien d'aider pour la bonne cause et tout. Au début j'avais pas sprinté. Et j'avais vu le premier, alors je suis couru devant lui. Après j'ai commencé à sprinter partout jusqu'à ici. Après j'ai fini. Pas trop fatigué? Non. Je pense que c'est exceptionnel que Monseigneur nous accompagne sur ce chemin qui est tellement important, je pense, pas que pour Monaco, mais aussi pour le sport. Et on est très fiers d'être ici et avoir tous ces gens autour de nous. C'est splendide, je n'ai jamais couru ici auparavant, on a pu profiter du site et puis c'est une belle initiative. Je viens de Nouvelle-Zélande, j'ai atterri ce matin et je suis là pour courir, comme quoi la course à pied est vraiment un sport fédérateur. Cette deuxième édition de la course du mile aura été un grand succès et leur a permis à de nombreux sportifs ou non de se réunir autour du sport à quelques semaines d'un autre événement IAAF, le meeting Herculis. Et vous avez pu le voir dans ce reportage, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II a donné le coup d'envoi de cette course symbolique. Écoutons-le, il est interrogé par Émilie Rousseau. La principauté ne pouvait pas rester étrangère à ce mouvement et je trouve que c'est une excellente incitation pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, de courir davantage, de mener une vie saine. Et c'est ce message que l'IAAF veut faire passer à travers le monde. L'IAAF n'organise pas seulement des compétitions, c'est elle qui régit le sport de l'athlétisme, mais pour encourager dans ce mouvement mondial les personnes à participer, à avoir une vie plus saine et donc à faire de l'exercice. Et je pense que c'est un message qui demeure d'actualité dans tous nos pays. Et si on peut encourager bien sûr les moins jeunes, mais aussi bien sûr les plus jeunes, c'est pour ça qu'il y a eu un Kids Mile Run aussi, donc pour les enfants, qui a eu aussi un très très grand succès à travers le monde. Donc j'espère que le message sera bien entendu. Et nous restons dans le sport avec un anniversaire, cette fois-ci celui du Monte Carlo Squash Racquet Club. Le club vient effectivement de célébrer ses 50 ans d'existence. Émilie Rousseau a assisté à cet anniversaire pour vous. Voyez son reportage. 50 ans, un anniversaire que l'on se doit de fêter dignement. Et pour le célébrer, le Monte Carlo Squash Racquet Club avait vu les choses en grand. Un cadeau pour ses licenciés qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. La présence de Grégory Gauthier, champion du monde 2015, du numéro 1 français et 18e joueur mondial Grégoire Marche, et du Suisse Nicolas Muller, 27e au classement PSA. Le temps d'une journée, les amateurs de la discipline ont pu échanger quelques balles et quelques conseils avec les pros pour leur plus grand bonheur. C'est super sympa parce qu'on a des pros qui viennent nous expliquer comment jouer le sport, leur vision du sport et ce genre de choses. Et ils nous corrigent aussi sur les petites erreurs qu'on peut faire, surtout quand on est débutant. Donc c'est très positif pour nous. C'était très bien. C'était l'occasion de faire quelque chose d'un peu exceptionnel pour le club, avec des pros, donc de se confronter à un niveau qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Donc c'était vraiment fantastique, une super ambiance et vraiment un bel événement à reproduire. Plaisir partagé également pour les pros. Pour nous c'est un honneur en tout cas d'être là et d'avoir pu partager cette journée avec la plupart des membres qui ont partagé des balles avec nos deux athlètes, Grégoire et Nicolas. Un petit mot sur le niveau justement des joueurs qui ont pu partager un moment avec vous, Nico et Greg. C'est bien, il y avait tout, il y avait tous les niveaux, il y en a qui ont démarré il y a 6 mois, il y en a qui sont déjà bien confirmés, qui jouent d'ailleurs pour l'équipe en National 3, là, pour l'équipe du club de Monaco, donc qu'on connaît depuis quelques années. Donc ouais, non, il y avait tous les niveaux et c'était super agréable de pouvoir échanger quelques balles avec eux. Avec 330 licenciés dont une école de squash de 40 jeunes, le squash monégasque se porte bien. Cette journée aura permis également de faire un coup de projecteur sur une discipline physique où l'on prend beaucoup de plaisir. C'est une journée réussie, en tout cas jusqu'à maintenant. Les membres sont vraiment ravis d'avoir pu jouer ce matin et cet après-midi avec les pros. C'est pas donné à
tout le monde de pouvoir jouer avec des gens de cette qualité-là. Je veux dire, on a un champion du monde, on a quand même des joueurs du top 20 et top 30 mondial. Et le partage a été là, les gens avaient le sourire, c'était top. Puis là maintenant on va avoir une exhibition de qualité. Puis la soirée continue après au restaurant, donc ravi. Et le match d'exhibition aura tenu toutes ses promesses, du beau jeu et du spectacle pour la cinquantaine de licenciés venus assister à la rencontre entre le numéro 1 français et le numéro 1 suisse qui aura été remporté, pour la petite anecdote, par Grégoire Marche. Vous l'avez très certainement remarqué depuis le début de cette édition, nous nous trouvons sur le quai Antoine Ier, là même où est organisée tout au long de cette semaine Monacologie, qui célèbre cette année ses 15 ans d'existence. Monacologie qui fait l'objet d'un Focus Info, il est signé ce soir Dominique Poulain. Je vous rappelle que cette manifestation a pour objectif de mettre en avant toutes les actions que l'on peut entreprendre au quotidien pour préserver la planète. C'est un véritable petit village qui s'est monté sur le quai Antoine Ier, un village orienté vers l'environnement. À l'intérieur et autour des chalets, différents ateliers pédagogiques sont mis en place. L'objectif est de sensibiliser la population et surtout les enfants à l'environnement. Le but est de montrer à des classes du primaire et du secondaire différentes manières d'appréhender le grand mot de l'environnement, de l'écologie, de la sensibilisation environnementale. C'est important aujourd'hui de sensibiliser les plus jeunes. On est convaincu que c'est par l'éducation et par la sensibilisation des scolaires qu'on obtiendra des résultats. Ce sont les acteurs de la société de demain et ce sont ces enfants sur lesquels on peut avoir un impact et au moins montrer de nouvelles initiatives. Ce sont plus de 1300 élèves de la Principauté qui sont attendus toute la semaine pour visiter l'éco-village. Ils découvrent ou redécouvrent toutes les actions mises en œuvre par la Principauté en matière de développement durable. Préservation de la biodiversité, plan énergie-climat ou encore la gestion des ressources naturelles sont les thèmes principaux de cette 15e édition. On leur a proposé, la Fondation Prince Albert II et le Grimadi Forum, de créer la une du magazine que nous avons créé ensemble en fait. Donc on leur propose de choisir un thème, entre 3 thèmes différents, préserver la planète, la fonte des océans, le tri, etc. Et en fonction de ça, ils choisissent les images correspondantes et un titre avec une phrase en slogan. Voilà. Et cette une-là fera partie d'un ensemble de unes que nous mettrons nous en avant sur notre magazine en fait. Les ateliers sont animés par des associations, des organisations publiques et des entreprises. Pour ce jeu, les élèves doivent trouver et identifier différents objets jetables, réutilisables et recyclables. Des objets dissimulés dans un bac à sable représentant une plage polluée. Nous recyclons les choses, le plastique avec le plastique, les choses naturelles avec le naturel, le papier avec le papier. Ici, les jeunes sont sensibilisés au gaspillage alimentaire. On leur explique comment éviter de jeter la nourriture. On a mis des pommes, des fraises, de la pêche, des bananes, de la papaye, des fruits qui sont du raisin, on a mis un peu de citron aussi, du melon et aussi c'est des fruits trop mûrs. En fait, ce sont les producteurs du marché de la Condamine qui tous les matins vont nous amener les produits qu'ils ne peuvent plus vendre parce que soit ils sont trop abîmés, soit ce qu'ils appellent moches qui ne sont pas calibrés pour pouvoir être vendus. Donc tous les matins ils nous les amènent. On fait voir aux enfants qu'avec des produits moches abîmés ou trop mûrs, on peut encore les consommer, soit en salade de fruits, soit en jus de fruits. Les enfants évoluent au fil des problématiques environnementales et découvrent comment devenir acteurs d'un développement durable. Les pailles, c'est que c'est mieux de prendre des pailles en verre que des pailles en plastique parce que les plastiques ça pollue. C'était bien de ne pas polluer pour la planète et que les pailles en verre, ça nous permet de ne pas polluer. Pour apprendre des choses sur l'écologie
et ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu? De faire des activités, d'apprendre comment ça marche, par exemple cette poubelle et tout quoi. Pourquoi il ne faut pas polluer? Parce que ça tue les poissons, ça tue tous les animaux dans l'eau. Les bouteilles en verre, ça se jetait dans la boîte verte, mais pas dans la boîte jaune. Cet atelier propose aux enfants de prendre connaissance des conséquences de la pollution sur la faune marine. Ce stand permet de comprendre comment des ballons lâchés en l'air impactent gravement la biodiversité. C'est un des problèmes des ballons, notamment des lâchers de ballons. C'est qu'on les envoie pour un aspect hyper festif. On peut relâcher des ballons dans l'atmosphère. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est comme si on les lâchait directement en mer. C'est-à-dire qu'ils vont s'envoler, ils vont éclater, retomber, pour la plupart d'entre eux en mer directement. Et c'est là qu'après, on a un impact sur les écosystèmes. On ne voit pas forcément depuis la Terre, mais ça va impacter différents animaux marins, les tortues marines comme exposées ici, mais aussi les oiseaux marins qui vont confondre ces débris, comme ceux que vous avez ici sur le stand. Ils vont pouvoir confondre ces débris avec des proies, avec d'autres animaux. Ils vont les ingérer et c'est ces ingestions qui posent souci après pour ces animaux. Ça peut provoquer des occlusions, ça peut provoquer après ils vont se remplir l'estomac de plastique et ça va se répercuter comme ça tout au long. L'atelier du musée d'anthropologie préhistorique présente l'homme de la préhistoire dans son environnement, ses connaissances et ses relations avec la nature. Les enfants découvrent ainsi les objets trouvés en principauté. On présente l'évolution de l'homme, mais surtout l'évolution des climats préhistoriques, parce qu'il y avait des changements climatiques à l'époque préhistorique. On va voir que l'homme préhistorique, donc à partir de 3 millions d'années, vivait en harmonie avec la nature jusqu'à moins de 10 000 ans à l'époque début du néolithique. C'est là où l'homme va changer complètement sur la nature. Donc il va commencer, parce qu'il devient sédentaire, avant il était nomade, donc il n'avait pas besoin de fabriquer des cabanes. Donc il devient sédentaire, il va utiliser plus de bois, donc il va plus de bois, en fait il va consommer plus du bois. Mais surtout, il va découvrir l'agriculture, donc il va brûler les forêts pour faire des champs de maïs et de blé. L'éco-village permet à tous ces jeunes de développer leurs connaissances et de susciter une réflexion leur permettant de remettre en cause les modes de vie qui menacent la durabilité. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité en ce mardi 11 juin. Voici à présent vos prévisions météo. Mercredi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil. Les températures iront de 16 à 21 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre en légère baisse. Vendredi, en revanche, des orages sont à prévoir durant la journée. Les températures oscilleront de 19 à 27 degrés. Et enfin, samedi, retour du soleil malgré quelques nuages insignifiants. Vent faible avec un mercure allant de 19 à 23 degrés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès mercredi soir. Merci.